Bienvenue à Communication 360. Cette semaine, on aurait pu appeler l'émission et lui donner comme titre « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Parce que Communication 360, ça le dit, on fait tout ce qui touche les communications. Ah oui, les relations publiques. Ah oui, les relations médias. Ah oui, le porte-parole. Ah oui, tout ce que vous voulez, y compris les médias. Ça me fait plaisir. Et ça, c'est Charité bien ordonnée commence par soi-même. On va parler de médias, mais pas de n'importe quoi. On va parler des spécialistes et des analystes quand il y a des attentats, quand il y a des catastrophes et que les télévisions 24 heures, vous voyez où je veux m'en aller, font de l'analyse en direct, de la couverture en direct et qu'ils ont besoin de ce qu'on appelle dans le métier un poteau avec l'animateur. Moi, j'ai déjà fait ça, être animateur. J'ai déjà eu des amis qui étaient poteaux. On va expliquer ce que c'est qu'un poteau, ce que c'est qu'un animateur et comment ça se passe quand on part pour on ne sait pas combien d'heures en couverture, en direct, sur le terrain ou en studio. En parlant d'en studio, c'est dans le studio de format que je rejoins mes invités d'aujourd'hui et je vous les présente en commençant par celui que j'ai appelé un poteau. C'est pas fin, je l'ai appelé comme ça, je vais m'assumer. Daniel Dancause. Bonjour Louis. De Prudent Groupe Conseil. Bonjour Daniel. Salut. Parce que Daniel a été vu beaucoup. Dans mon temps, moins, ça commençait, mais là, on le voit de plus en plus. Il est devenu un visage connu. Et on va parler de ça. Et puis, à partir de là, on va parler de plein de choses, y compris de Prudent. Et Bruno Lefebvre est avec nous aujourd'hui. Bruno, j'allais dire Intervalle Lab Studio, mais c'est beaucoup plus que ça aussi. C'est Intervalle TV, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup. Ben, on n'a pas de place en bas de l'écran, nous autres. On n'a pas les grosses machines pour mettre les titres. Pas de problème. Bruno Lefebvre. Intervalle, point, ça va être correct. C'est ça. Mais la beauté de l'affaire, c'est qu'avant Intervalle, il y avait beaucoup de choses, y compris du Radio-Canada. Oui. Et quand je t'ai appelé pour te demander si tu étais à l'aise de venir t'asseoir avec quelqu'un qui fait de l'analyse, tu as dit, ben oui, j'ai été en régie tellement longtemps. Et là, tu m'as dit, j'ai même été en régie la première fois que tu as fait un direct, le mieux en direct de Saguenay pour le déluge. C'est avec moi que tu parlais. C'est avec moi que tu parlais. Mais tu comprends que sur le coup, moi... non, je sais. Je te connaissais bien à Radio-Canada, là, mais sur le coup, moi, là... Non, mais on a parlé pendant quelques heures. Quelques heures ensemble. Là, et quelques jours. Oui, tout à fait. Donne-moi la définition de poteau avant que je parle au poteau, parce que c'est devenu une espèce de système, un peu comme CNN nous a appris comment ça marche, la télévision en direct, on l'a localisé. Dans le fond, c'est un spécialiste. C'est quelqu'un qui va venir parler d'un sujet ou de plusieurs sujets, qui va être capable de répondre à un ensemble de questions. Puis justement, c'est quelqu'un qu'on connaît, entre parenthèses, puis à qui on donne un poteau. On donne une occasion il sert de poteau à l'animateur. Il sert de poteau à l'animateur, puis il sert de, comment je peux dire, pas nécessairement de faire valoir, mais d'amener d'informations supplémentaires que l'animateur ne pourrait pas nécessairement dire. Il faut que ça vienne de quelqu'un d'autre, pas de l'animateur. De la crédibilité. Qu'il y a de la crédibilité. L'animateur, oui, il fait juste... Fait que un poteau, c'est quelqu'un qui vient, pas remplir du temps, mais qui vient de parler de choses importantes, puis... le poteau. Et Daniel Dancause, sais-tu quoi, quand j'ai pris ma retraite, et que tu t'en venais bon, puis tu en faisais de plus en plus. Grâce à toi. Ma plus grande. Non, c'est pas vrai. Ma plus grande. Un de mes grands regrets, ça a été de ne pas en faire plus avec toi après, parce que tu es un bon poteau. Mais là, on va arrêter de jouer autour de l'idée du poteau, mais tu t'en viens. Pas tu t'en viens, tu es rendu bon, mais tu es vraiment, pour certaines crises, tu es vraiment l'homme de la situation, tellement qu'on t'arrache. La radio te fait venir en radio pendant que tu as une petite pause de la télé. Dans les dernières crises, les dernières catastrophes, tu en as mené large. Bien, c'est un univers que je découvre en toute transparence. J'aime le rôle de poteau, mais j'aime le rôle de poteau et libre. Je m'explique. J'essaie d'amener des choses que les gens ne voient pas normalement. C'est-à-dire les animateurs, les réalisateurs, les caméramans, les journalistes regardent une scène avec une paire de lunettes, alors que moi, je dis, bien, regarde ça, vas-tu remarquer qu'il y avait quelque chose dans la chevalerie qui était dans le toit? Ça, il va s'en venir, ça, c'est garanti. Exemple, les feux de Fort McMurray, la protection des infrastructures essentielles, le phénomène de dire, on va concéder une partie de territoire, on n'est pas habitué à ça. Alors ça, je pense que c'est ma valeur ajoutée, mais en même temps, je découvre tout l'univers des médias dans tout le sens du mot. C'est capoté, hein? Et je retrouve l'adrénaline que le feu, la chaleur du feu que j'avais quand j'étais en incendie. Et ça, pour moi, ça me fait... mon dernier baptême récemment, j'ai passé de 7 h le matin à 22 h le soir en direct, presque 4 émissions. C'était surtout les ouragans là, aux États-Unis. Et je suis revenu chez nous, évidemment, j'étais brûlé, mais avec un sentiment de comme « wow ».
Et ça fait longtemps que je n'avais pas vécu ça. Alors, j'apprends et puis je me laisse porter là-dedans. J'ai zéro attente, jamais. C'est disponible, c'est disponible. Il m'appelle. Et le reste, pour moi, là, je le joue à l'oreille. Mais c'est vraiment sympathique comme job de poteau. Tu viens de dire ton passé de pompier, ou en tout cas d'incendie. Ouais. On va faire un portrait un petit peu, puis on fera celui de Bruno après, parce que il va nous emmener dans des zones que tu vas apprécier en termes de... Je sais que tu aimes la technologie, puis t'es à jour, mais lui est en avant de nous autres. Je vais te le dire tout de suite. Là. Excellent. Mais portrait, incendie, as-tu déjà été pompier? Oui, j'ai commencé ma carrière essentiellement en intervention pompier. Je suis pompier de formation. J'ai pratiqué quelques années, mais je suis très malhabile. Alors, il est arrivé des cas où j'étais dangereux pour mes collègues, et là, j'ai dit, on arrête ça là. Donc, je me suis spécialisé en prévention des incendies. Alors que j'enseignais, j'ai étudié en prévention incendie, j'ai fait aussi une formation en gestion de police et à la sécurité, en santé et sécurité. Je suis devenu ce que je suis devenu. Et très jeune, j'ai eu un post-cadre, moi j'avais 23 ans, j'étais un employé cadre du réseau de la santé, j'étais responsable des mesures d'urgence sur la Montérégie. Alors j'ai été chanceux d'être à mauvaise place au mauvais moment plusieurs fois, ce qui fait que je suis devenu ce que je suis devenu par la force des choses. Et là, depuis évidemment plusieurs années, je suis en service conseil, milieu industriel, santé, éducation, ce qui fait que je baigne là-dedans, mais je découvre des affaires tous les jours, mais les technologies d'information, ça, c'est vraiment mon bague maintenant. Quand on a commencé à faire appel à toi comme analyste, chroniqueur, pas chroniqueur, parce que ce pas des chroniques, mais c'est des interventions en ondes pour expliquer ce qui... Parce que le rôle de poteau, quand on y pense, c'est important, parce que pour l'animateur, il ne sait pas ce qui se passe, là. Tu sais, je veux dire, le matin de Lac-Mégantic, j'étais comme tout le monde, je voyais du feu, je voyais de la boucane. C'est pas comme s'il y avait un cahier de charge quelque part où on sait quoi dire, quoi demander, quoi faire. Alors, on découvre. Le poteau, il découvre avec nous et il nous explique ce que nous, on n'a pas le temps de voir. Et comme on est un animateur, qu'on a un gars comme Bruno qui nous parle, ah, on va faire ça, il y a tel gars qui est rendu à telle place. Parce que c'est ça, toi, tu es en régie, tu fais le trafic. On te dit tout ce qu'il y a de disponible, tu fais le trafic, tu l'envoies vers l'animateur. C'est comme ça que ça se passe. Oh, oui, exactement. Dans le fond, c'est de te nourrir d'informations, mais aussi d'être capable de te donner un cadre ou une perception puis une vision de ce que tu vois pas. Parce qu'un animateur devant une caméra, pendant un direct, un événement tragique... Et même sur place, même sur le terrain, tu regardes le Kodak, tu vois pas ce qui se passe. Tu es en face d'un Kodak, tu parles d'un Kodak, mais tu vas pas voir monsieur, madame, tout le monde. Tu vas pas de visu vérifier des choses. Donc, la relation qu'on développe avec un animateur, entre autres, surtout dans des événements d'urgence, c'est là où on voit où il y a une espèce de, comment je pourrais dire, il y a des atomes crochus. On s'accroche avec des gens, puis à un moment donné, et c'est erreur aussi. Moi, quand j'ai commencé à RDI en 96, c'est ça, les premières émissions en direct, c'était quelque chose de nouveau pour moi parce que je venais d'un univers plus de nouvelles, où on faisait un bulletin de nouvelles. Là, j'arrivais dans l'univers de RDI, le nouveau, le CNN québécois. Puis là, on se retrouvait dans des situations d'urgence, justement, où il fallait fournir de l'information à quelqu'un pour pas qu'il dise n'importe quoi. Et là, c'est beau à voir. Là, il y a une machine éditoriale qui vient nourrir, il y a une machine technique qui vient équiper, il y a une machine terrain qui se déploie. Toi, en régie comme réalisateur, tu es en contact permanent avec l'animateur pour dire « OK, on va s'en aller là, il va se passer ça, il y a telle chose qui se passe ». À côté de l'animateur, il y a le poteau, puis pendant que l'animateur il écoute son réalisateur, il n'a pas compris, lui, que le pompier venait de dire telle affaire ou que telle entrevue a dit telle affaire. Toi, ta job, dans le fond, c'est d'écouter, de regarder, puis quand l'animateur a besoin de toi, un peu comme une éponge. Effectivement. Avez-vous pensé, avez-vous vu ça? Je voudrais revenir sur les propos de M. Intel, regarder sa rhétorique, écouter sa rhétorique, etc. Et aussi permettre d'avoir des enjeux, mais surtout de vulgariser. La semaine dernière, j'étais au Nouveau-Brunswick et puis les gens faisaient le post-mortem de la tempête de verglas et les gens ne comprenaient pas les mots que la santé publique utilisait. Et ça, j'ai beaucoup de commentaires là-dessus, là, à post-priori. Les gens me disent, c'est le fun parce que tu vulgarises. Alors, incipient, incolore, inodore, etc. Moi, je vulgarise parce que je me dis, les gens qui écoutent la radio, qui écoutent la télévision, etc., n'ont pas nécessairement tout le même langage. Et j'évite au maximum de prendre un langage trop technique pour que monsieur, madame, tout le monde puisse le comprendre et vulgariser. C'est pour ça qu'on te suit mieux, on te comprend mieux et donc on t'aime mieux parce qu'on a l'impression que s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, tu vas nous l'expliquer. À la limite, c'est de l'interprétation aussi. C'est pas de la traduction de langage technique à langage vulgarisé, mais c'est de l'interprétation de l'événement. Tu as assez d'expérience, moi aussi d'ailleurs, quand on a fait
plusieurs crises, on commence à savoir l'ordre des choses. Tu sais. Quand l'avion s'écrase, c'est pas le temps de commencer à se demander si l'enquête va révéler que. Là, on est en recherche et sauvetage. Exactement. On l'a dit en même temps. On l'a dit en même temps. Mais c'est vrai, tu sais, il y a un Exactement. ordre logique des Exactement. choses. Et c'est pas tous les animateurs qui ont le background pour avoir été sur le terrain et ils ne savent pas nécessairement. Quand tu es avec eux, tu deviens un peu un Sherpa, un guide. Oui, effectivement. Pas juste pour le téléspectateur, mais pour Oh, tout à fait. Et ça permet aussi, des fois, par la réalisation, de dire, écoutez, allez pas trop vite là-dedans, il va s'en venir quelque chose, ça va s'accentuer, ça va dégénérer, ou ça, abandonnez ça, là, la ligne n'est pas bonne. C'est un feu de paille. C'est un feu de paille, là, ils vont avoir d'autres choses. Aujourd'hui, je me permets ça. Au début, tu es plus stressé. Au début, quand tu commences, tu arrives là comme un soldat. Aujourd'hui, j'ai établi des relations qui sont plus sympathiques. À la radio, c'est un autre univers. Un autre univers complètement différent, mais qui est aussi la nouvelle, et qui est aussi de pouvoir faire de la commentation, faire des commentaires, pardon. Mais le direct, c'est le direct. Il n'y a pas de filet au direct. C'est ça. C'est grisant. Hein? C'est grisant, c'est stressant, mais il y a beaucoup de similitudes entre les médias et le domaine de l'urgence. Je dirais qu'à 60 là, la rapidité d'exécution, le go 5, 4, 3, tous ces éléments-là, la capacité de décider à la dernière minute, de dépêcher les équipes, d'anticiper la logistique, la pression médiatique, la pression de vos patrons, parce que vous êtes des médias, puis il y a de la performance à atteindre, etc. On a exactement la même chose dans le domaine des urgences. On part aussi quand on part, mais on ne sait jamais quand on revient, etc., etc. Et ça, toi, Louis, tu l'as vécu là, pendant des semaines et des mois de temps. Oui. Et puis c'est des... Excuse, je t'écoutais, puis je m'ennuyais, là. Je commençais à manquer le bon temps. Parce que c'est le bon temps aussi. C'est malheureux parce que c'est fou. On arrive à la maison, on a travaillé sur une histoire avec des ouragans puis des choses qui ont fait du mal à des gens. Ouais. Et nous autres, on est grisés par ça. Mais c'est parce qu'on est dans le feu d'une autre action. Et oui, on parle de choses malheureuses, mais en même temps, le mieux on le fait, le plus on est utile. On fait notre part. Tu as l'impression de faire ta part, là. Oui, effectivement. Mais en même temps, je me permets maintenant aussi de faire des commentaires en matière de santé et sécurité, ce que je ne faisais pas. Autrement dit, entre les pauses, je vais passer des commentaires en disant « votre collègue à l'autre bout, là, ça fait, je pense, 24 heures qu'elle est debout. » Là, je me permets ça maintenant. C'est mon rôle de préventionniste. C'est mon rôle de préventionniste. C'est bon? Je ne sais pas s'ils l'écoutent, mais règle générale, je pense que oui. Parce qu'eux le voient, mais ils sont tellement aspirés par l'événement, ils veulent faire du direct. Je peux en être témoin. Là, souvent, quand tu es aspiré par un événement, tu as l'impression d'être indispensable, puis si tu quittes, tu abandonnes le navire, puis tu abandonnes tes amis avec un problème. Puis ça, moi, je l'ai vécu beaucoup aussi, des grosses journées d'événements en direct où on travaillait du 12, 14, 15, 16 heures en ligne. Puis là, justement, et de partir, c'était comme le sentiment, c'était d'abandonner ses collègues. Oui. C'était vraiment ce sentiment-là comment je peux dire, de trahison, pratiquement. Oui. C'est vraiment comme te faire te sentir... Que toi, tu s'en vas dormir, puis eux autres... C'est ça, puis les autres vont continuer à travailler. Tandis qu'une bonne structure de production, avec justement une idée en arrière, puis ça, à RDI, on a appris de tout ça. Puis à un moment donné, la structure, c'est vraiment organisé en fonction, pas de personnes, mais de postes, dans le sens que des gens venaient se remplacer de façon régulière pour justement être capables. Parce qu'une des choses qui est importante, puisque vous disiez tout à l'heure, ce qui est important pour le public, c'est la trame narrative. Si la trame narrative, si le storytelling n'est pas clair, là, les gens deviennent justement, sont perdus. Puis le travail d'un animateur, le travail d'un poteau, mais le travail aussi de l'ensemble d'une équipe, justement, c'est de faire en sorte que la trame narrative, puis le sujet est incarné et que les gens comprennent. Parce que quand vous disiez tout à l'heure des acronymes que des gens peuvent utiliser quand ce sont des spécialistes, tout à fait, comment je peux dire, la traduction est importante parce qu'on vient incarner un sujet, puis les gens, c'est ça qu'ils comprennent. Quand se faire raconter une histoire, puis d'être capable de le transposer à soi-même, c'est là que ça devient comme important. Et il faut être vigilant sur le ton de la voix. Oui. Lorsqu'on donne des commentaires, moi, j'essaie toujours d'avoir un ton qui est posé, parce que je me dis, déjà que c'est très émotif,
déjà de revoir des images à répétition, c'est chargé d'émotions. Oui. Moi, j'essaie toujours d'avoir une approche beaucoup plus cool, beaucoup plus relaxe, de façon à calmer un peu le jeu et de façon à ce que soit ma voix ne contribue pas à donner plus d'émotion, plus d'amplification à la nouvelle qui est déjà, somme toute, tragique. Là. Oui. Pour rajouter du bruit dans le bruit. Non, effectivement. Parce que Tu t'es auto-proclamé aussi préventionniste tantôt. Oui. Effectivement, la prévention... Je suis fier de l'être parce que c'est comme ça qu'on change le monde, par la prévention. Oui. Et chaque opportunité, chaque occasion qu'on a, c'est plus fort que soi, mais en même temps, c'est peut-être là que c'est plus important aussi. C'est pendant que les gens voient un événement, sont en train de regarder la télé, les petits conseils que tu donnes en disant, vous voyez, en ce moment, ils sont en train d'évacuer en Floride, ils sont en train d'évacuer au Texas. Nous autres, il faudrait qu'on se dise aussi qu'à un moment donné, ça va peut-être nous arriver d'être obligés d'évacuer. Savez-vous de quoi vous avez besoin pour 72 heures, mesdames, messieurs? Il faut le faire, ça. Ben Louis, je termine toujours mon entrevue, si possible, avec un message de prévention. J'ai le cœur brisé en passant depuis 2 semaines, en pleine semaine de la prévention des incendies, alors que les porte-paroles étaient à la télé le dimanche matin, notamment à RDI en direct, etc. On avait une maman avec des enfants qui perdaient la vie à cause d'un avertisseur de fumée qui n'était pas fonctionnel et à cause de, on ne juge pas, la cause est là. Mais aujourd'hui, c'est un message qu'il ne faut pas. Et dans la semaine de prévention des incendies, cette année, malheureusement, on a eu plus de pertes de vie qu'à la normale. Alors pourtant, le message est diffusé sur les médias sociaux, à la télé, des capsules. Bob le chef, qui est un nouveau porte-parole avec l'Association des chefs et le ministère de la Sécurité publique. Puis on a encore ce genre de choses-là, de perte de vie-là. C'est pour ça que dans toutes mes interventions, je fais toujours un message de prévention. Je me dis, il m'invite, j'agis comme poteau, mais ma mission de vie personnelle, c'est ça. Changer le monde, un citoyen à la fois, de façon à ce qu'il se prenne en main et de façon à ce qu'il n'arrive pas d'accident. Toi, je parlais de technologie tantôt. Tu as compris vite que s'il y avait des meilleurs moyens de mieux faire ce que tu faisais ou ce que tu faisais pour tes clients, tu allais sauter dans le train ou en tout cas, tu n'allais pas le regarder passer. Ah, c'est clair, et on ne peut pas passer aujourd'hui à côté des technologies. C'est au cœur de notre société, c'est au cœur de nos moyens de communication, c'est au cœur de nos déplacements, de s'informer. Alors, les moyens de technologie aujourd'hui d'information en direct, je dis toujours à mes clients, vous êtes tous armés, vous êtes tous un iPhone, vous êtes votre propre média. C'est ça notre réalité aujourd'hui. Non seulement les organisations sont leurs propres médias, mais les citoyens sont leurs propres médias, sont des pompiers de trottoir qui commentent l'actualité comme ils peuvent et comme ils veulent, puis dans un free-for-all parfois, mais n'en demeure pas moins que les technologies aujourd'hui, pour alerter la population, informer la population, savoir la géométrie, entre autres. Tantôt, on parlait d'intelligence artificielle. Là, on est vraiment, mais vraiment... c'est là qu'on s'en va. Là. C'est là qu'on s'en va. Puis c'est pour ça que Bruno est là aussi, parce que des réalisateurs... C'est pas que tu n'étais pas bon comme réalisateur, mais ça faisait longtemps que tu avais... J'étais moyen, j'étais correct. Non, mais je veux dire, ça fait longtemps que tu n'avais pas été en régie, mais lui était déjà... Mais moi, c'est la partie intelligence artificielle, moyens de production, nouveautés qui s'en viennent. Tu sais, on capote sur le 360, on capote sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. C'est de la petite bière, dans le fond, à côté de ce que tu vois qui est en train de s'en venir. Parce que toi, tu essaies d'arrimer là où on est, là où on s'en va. C'est drôle parce qu'il y a comment je pourrais dire, ma carrière m'a amené dans 2 univers. M'a amené dans l'univers de la production de contenu. J'ai été réalisateur pendant plusieurs années. Et la dernière partie de ma carrière à Radio-Canada, entre autres, a été justement de travailler sur les plateformes numériques. Ce qui m'a forcé à changer mon cerveau. Parce que les gens de contenu, puis je me souviens, on disait un ordinateur, un écran d'ordinateur, c'est une nouvelle télé. Mais c'est complètement faux. Donc, il a fallu que je réapprenne un ensemble de choses, l'ensemble de, comment je pourrais dire, des moyens de communication, parce que les plateformes numériques allaient changer énormément de choses. À partir du moment où j'ai compris ça, là, je me suis mis à m'intéresser beaucoup justement à la technologie, puis comment la techno peut venir nous aider à rendre à produire plus facilement. Puis c'est là où je suis tombé dans l'intelligence artificielle puis dans le deep learning depuis les trois dernières années. Et de découvrir le nombre de possibilités. Puis là, on fait affaire à 2 mondes. Tu as un monde où les gens qui développent de la techno, l'intelligence artificielle, puis tu as un univers de production. Ça se parle pas. OK.
Il y a, vous pourrez aller voir sur Internet, Watson qui est l'intelligence IBM. On a demandé à Watson de faire un trailer de film, une bande-annonce. Une bande-annonce de film. Puis si vous allez voir si vous faites Watson, IBM, trailer film, vous allez trouver ça. Et on a donné à Watson le film à écouter. Il a écouté le film, il a évalué ce qui était dedans et il a créé. Il a ressorti, il dit, bon, il faudrait prendre telle séquence, telle musique, etc., etc. Et après ça, c'est un monteur, c'est un réalisateur qui est venu puis a assemblé tout ça. Mais la bande-annonce a été créée grâce à Watson, sans l'intervention d'un être humain. C'était bon? C'était aussi bon. C'était aussi bon. Écoutez, c'est toute réserve. C'est toute réserve, mais n'empêche qu'on est rendu à ce point-là. On est rendu à ce niveau-là. Ça veut dire que on pourrait utiliser des technologies qui sont déjà existantes, des algorithmes qui existent. Je vais prendre un exemple, l'indexation automatisée. Ça veut dire, écoute, les services secrets à travers le monde utilisent énormément de technologies pour écouter des mots. Bien, faire de l'indexation automatisée d'un contenu, quand on part en tournage, là, on jase, là, on part en tournage, tu t'en vas faire 3, 4, 5 entrevues. Après ça, il faut que tu visionnes tout ton contenu. Bien, maintenant, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle, donner à une machine, écoute, puis indexe. Puis après ça, tu me renverras une information, ce qu'il y a dans le contenu. Fait qu'il peut reconnaître des visages, il peut reconnaître des changements de plan, il peut reconnaître des personnes, il peut reconnaître des lieux. Puis il te pose une question, il dit, c'est qui ça? Ah, c'est Maurice. Veux-tu que je reconnaisse Maurice dans tout ton contenu? Oui. Il va régler, il va te récupérer. À toutes les fois qu'il va reconnaître Maurice dans ton contenu, il va dire Maurice est à telle place. Puis Maurice, en plus, il dit telle chose. Ça, c'est pas de la science-fiction. C'est pas de la science-fiction. Ça se fait, comme je dis, c'est des algorithmes qui existent déjà. Là où on est rendu, puis moi je suis rendu là, dans ce développement-là, c'est justement d'essayer de prendre tout ce qui existe, puis les assembler dans des outils qui viennent aider à la production. Qui ne viennent pas remplacer les gens, mais qui viennent aider la production, mais aussi, surtout, mettre l'argent en avant de la caméra. Ça veut dire pas en arrière, mais en avant. Ça veut dire d'investir. Tu sais, quand on dépense de l'argent pour produire un contenu vidéo, ça coûte cher. Les équipements coûtent cher, le personnel coûte cher. Bien, si on est capable de transférer une partie de l'argent qu'on dépense en arrière pour la mettre en avant, c'est là qu'on devient... Un meilleur contenu. Bien, on a meilleur contenu. Puis YouTube me donne raison, à quelque part, parce que le nombre de vidéos de chats mal tournés qui font des milliards de clics, il y en a, font les gens. Je ne dis pas que c'est du bon contenu. Il y en a des drôles. Non, c'est ça. Mais ça reste que la consommation de contenu a changé aujourd'hui. Les technologies sont disponibles pour pouvoir justement faire une différence sur ce qu'on présente en avant. Puis comme je dis toujours, c'est vraiment mettre de l'argent sur ce qu'on voit et non nécessairement sur la technique en arrière. Fait que c'est un peu l'univers. Dans le domaine de l'urgence, on va s'en voir. Ah, j'espère bien. Clair. Oui, parce que toutes les applications de ce dont on parle ont une vocation potentielle pour l'urgence, parce que c'est là où le temps compte, c'est là où les mains manquent des fois, puis les têtes aussi, puis si on peut faire le travail par d'autres, c'est là que ça marche. Ben, on peut appeler ça de la décision prospective, aussi, dans le sens où, avec certains algorithmes, certains paramètres, et là, d'être capable de rentrer pour que, lors d'un tel événement, qu'il y ait déjà un certain nombre de décisions qui soient comme évidentes. Là. Le défi qu'on a, c'est que souvent, les gens ne vivent pas des situations de crise régulièrement. Ça, c'est une chose. Ils vont le vivre une fois ou deux fois dans leur vie, puis bon, ça va. Puis c'est une bonne nouvelle en soi. Mais il reste quand même qu'ils développent peu d'expérience et surtout de l'anticipation. Ce qui fait qu'on a des cheveux gris, c'est parce qu'on était à mauvaise place au mauvais moment. Non, c'est juste parce que j'avais 50 ans. Mais au final, c'est qu'on anticipe des choses et c'est par l'anticipation que tu peux prévoir les coûts ou carrément les éviter ou prendre des positions qui vont faire en sorte qu'on va prévenir des choses. Crise, communication de crise. Depuis que tu es assis avec les animateurs sur les plateaux puis que tu regardes les choses en temps réel puis que tu participes en temps réel, est-ce que ça a changé ta vision, surtout avec les médias sociaux, surtout avec toutes les disponibilités de recevoir l'information que les gens ont, même en temps de crise maintenant? Est-ce que ça a changé ta perspective? T'en es rendu où dans ta réflexion sur où on s'en va avec la fameuse communication de crise par rapport à où on était dans les bonnes vieilles crises d'il y a 10, 15 puis 20 ans? Bon, première affaire, je trouve que le mot « crise », c'est un mot qui est galvaudé.
C'est pas vrai que tout est une crise. En partant, on s'entend. Mais les réseaux sociaux font en sorte que ça fait beaucoup de bruit rapidement. Et selon la position qu'on prend, qu'on répond pas, ou qu'on répond mal, ou trop vite, trop tard, bien, ça l'amplifie. Et les médias sont des amplificateurs de messages. Bon ou mauvais, mais ils amplifient les messages. Je brise pas mes affaires. Mais au final, donc, la notion de crise, pour moi, c'est très... je fais attention d'utiliser le mot crise parce que c'est pas vrai que tout est une crise. Malheureusement, dans le domaine des médias, on a tendance à utiliser le mot crise trop souvent, mon mot. Communication d'urgence. Là, je vais terminer dans comme, parce qu'il faut que je retourne là et que je dise merci d'avoir regardé Communication 360. On va pas continuer à jaser? Oui, vous continuerez, mais moi, je m'en vais. Mais l'idée, c'est on veut faire vraiment le tour des communications et tout ce dont on a parlé, c'est bien beau, puis l'histoire du poteau, c'est le fun, puis je suis content qu'on l'ait fait, mais le nerf de la guerre, c'est qu'en 2017, avec les médias sociaux, la communication en temps de crise ou d'urgence a changé. Tu ne peux plus gérer comme Hydro-Québec puis Lucien Bouchard l'ont fait, la crise du verglas. C'est clair. Tu ne le ferais pas c'est sur clair. ça Non, aujourd'hui. on peut plus faire ça aujourd'hui. Les gens s'attendent d'avoir des informations rapidement, adaptées à leur environnement, c'est-à-dire aux destinataires. Évidemment, lorsqu'on fait de la communication en situation de sinistre ou d'urgence, il y a une partie prenante qui n'est pas perdre de vue, c'est quel âge a notre population, comment elle s'alimente déjà. Il faut déjà avoir des infrastructures, entre guillemets, des canaux de communication qui sont ouverts. Le défi qu'on fait face, Louise, c'est que nos organisations ne peuvent pas nécessairement être aussi rapides que les réseaux sociaux. Parce que, fort simple, ils doivent valider l'information, ils doivent la faire autoriser la plupart du temps avant de la diffuser, ce qui fait qu'on est toujours en mode rattrapage. Cela étant dit, les multiplateformes, que ce soit web, télé, radio, et en passant, notre dernière inondation qu'on a eue au printemps, on a fait face à des problèmes où les gens n'ont plus de radio à la maison. Les gens s'informent à partir de leur iPhone en direct. Les batteries les piles sont à plat. Il n'y a plus moyen de les rejoindre aussi, à part que de faire du porte-à-porte. Alors, des fois, on pense qu'il y a des choses qui sont réglées dans notre société. Et là, on doit faire rééduquer certains groupes de population pour dire, écoutez la radio, parce que ça, c'est pas mal la dernière affaire qui va tomber. Alors, quand on parle de communication, c'est un mélange, un mix, permettez-moi l'expression, de moyens et qui va donner des résultats. Et malgré ça, la plupart des gens en post-mortem nous disent on n'a pas été assez informés, on a eu pas assez d'informations, mais en même temps, ils veulent de l'information qui soit très granulée pour eux. M. Tremblay, c'est en 3e rue, mais alors qu'en situation de catastrophe, on ne peut pas communiquer de cette façon-là. Ouais. Mais aujourd'hui, on peut arriver à faire ça avec... il y a un terme en anglais, ce qu'on appelle, c'est user-based. C'est dans le sens que l'utilisateur peut avoir de l'information qu'il veut, puis de façon granulaire, mais spécifique pour lui. Ouais. On pourrait arriver à faire ça, de développer du contenu. Bon, je vais vous laisser parler vraiment de ça. Aller prendre un café, Vous échangez vos cartes. Juste avant de partir, tu as eu, et je le sais pour l'avoir partagé pendant un bout de temps, une belle carrière à Radio-Canada. Comme moi, tu as fini ta carrière à Radio-Canada. Comme moi, je présume que là, tu as trouvé une sorte de passion qui est dévorante ou presque. Là. Je t'entendais parler d'intelligence artificielle. Pas que c'est dur à suivre, mais il faut rentrer dedans pour la comprendre. J'écoute beaucoup, c'est drôle parce que j'écoute beaucoup de cosmologistes, de physiciens, beaucoup d'informations pour comprendre des concepts. L'intrication, l'entanglement, il y a beaucoup de choses. C'est abstrait. C'est abstrait, mais ça donne des concepts, ça m'aide à créer des concepts qui peuvent justement être appliqués aujourd'hui. Fait que oui, je me nourris beaucoup. Et tu es heureux. Ah, j'ai toujours été heureux. Heureux et passionné, c'est ça qui est important. Monsieur Dancause, Daniel, Prudent Groupe Conseil, il y avait une coopérative qui pendait au bout de ça à un moment donné. Ça s'en vient-tu, ça? Bien, c'est fait, là. On a depuis le 1er janvier 2017, ouais. On offre sous la forme d'une coopérative qui s'appelle le Prudent Groupe Coopératif. Ça fait partie d'un plan de rétention, de relève d'entreprise à long terme. Moi, il me reste encore au moins 20 ans parce que je suis un passionné. Je vais rester tant qu'ils vont vouloir de moi. Mais l'idée en arrière, c'est que ça soit... Aujourd'hui, je pense que les entreprises doivent avoir des modèles d'affaires qui sont différents. Si on veut faire de la place à nos jeunes trentenaires qui ont des ambitions de vie différentes que les nôtres, qui sont moins bourreaux de travail, mais qui travaillent plus intelligents que nous autres, on pouvait le faire, bien, il faut que l'environnement de travail soit dans ce sens-là. Je peux dire qu'on a un super de beau succès. On est très heureux de ça. Puis je remercie mon équipe d'ailleurs. Et ça va te permettre d'être de plus en plus comme auto?
Ben oui, mais le but, c'est pas ça, c'est de pouvoir la croissance d'entreprise. Ouais, mais on a beaucoup ça de va choses te libérer un petit peu parce que tu n'es pas beaucoup au bureau quand tu passes 20 heures à la TV. Là. Ça, c'est clair que des fois, ils bousculent beaucoup mon agenda. Hein. Ils t'appellent pour une petite capsule d'une demi-heure, puis tu retournes chez toi à 10 heures le soir. Mais ça, c'est correct. J'adore faire ça, d'agir comme poteau, comme tu dis si bien. Daniel Dancos, merci beaucoup. Oui, merci encore. Merci Bruno Lefebvre. Bien, monsieur Louis. Et merci à vous d'avoir été des nôtres pour cet autre épisode de Communication 360. Aujourd'hui, je me suis fait plaisir, mais ce qui me ferait plaisir, c'est de vous faire plaisir. Vos sujets, vos suggestions d'invités, les discussions que vous voulez entendre ou que vous voulez partager avec nous. On est facile à trouver, c'est l'Institut Format. L'émission, c'est Communication 360. À la prochaine. J'essaie toujours d'avoir une approche beaucoup plus relaxe, de façon. C'est fini.